OK, parfait. OK, donc par rapport à vos notes de TP2, en fait, de mon côté, il me reste exactement, je crois, 5 copies à terminer. Donc théoriquement, vous allez avoir moi, je vais les envoyer à Karl, théoriquement samedi. Donc normalement, vous allez les recevoir avant, si Karl s'en occupe, ce week-end, normalement, il devrait pouvoir vous les donner avant la grève de lundi, si jamais il y a une grève. Ça, on sait pas encore. Hem, pour ce qui est de l'autre correctrice, je sais pas où est-ce qu'elle en est. Je l'appelle ce week-end là pour voir justement où est-ce qu'elle en est. Sinon, on les aura à la fin de saison. Ouais, mais en fait, c'est parce que moi, j'aimerais bien que vous ayez vos notes avant, avant que vous rendiez le TP3. Donc en fait, j'ai aussi demandé à Karl, s'il pouvait me donner les droits d'accès sur Moodle pour que je puisse, déposer les notes, si jamais lui, il a une grève imposée par les chargés de cours. Sinon, si jamais il est pas capable de me faire ça, moi je récupérerai les notes au niveau de l'autre, correctrice et bah, je trouverai un moyen de vous les communiquer, soit via Discord, soit par mail. Donc je trouverai une façon, mais en tout cas, vous allez recevoir vos notes, ça moi je vous le garantis. Premier point. 2e point, par rapport au TP2, hem, de façon générale, je suis extrêmement surpris, au niveau de vos zips. Il y a beaucoup de personnes qui, continuent de rajouter des fichiers qui servent absolument à rien dans vos archives. C'est écrit noir sur blanc dans les consignes, là, on l'a répété en démo plusieurs fois. Si vous remettez des fichiers compilés dans votre zip, vous perdez des points. Sur les copies que j'ai corrigées, il y a beaucoup de monde qui perdent, par exemple 0, je crois que c'est ouais 0,5 points, juste parce que vous avez remis par exemple, un fichier compilé .o ou alors vous avez remis, ça il y a beaucoup de personnes qui le font, qui remettent le dossier, Mac OS X. Ça c'est je pense que toutes les personnes sur le Mac l'ont remis actuellement là. Vérifiez le contenu de vos zips là. Arrêtez de remettre ces fichiers, vous perdez des points pour rien. Hem Donc pour votre TP3, faites gaffe à ça. On va en parler après quand je vais vous montrer TP3 là pour être sûr. Un dernier point, sur le TP2 et ça en vrai ça m'énerve un peu, mais OK, arrête il y a des cas de plagiat sur le TP1 et le TP2. C'est pas normal. Là, il y a beaucoup trop là, il y a vraiment il y a des cas de plagiat, c'est flagrant. Si vous vous aidez entre vous, vous avez le droit de communiquer entre vous, de vous aider, de vous passer une petite fonction. Mais je veux dire, arrêtez de vous partager votre TP au complet là. Là, j'ai des TP, j'ai des TP complets où, épicerie.cpp, c'est exactement le même fichier, OK? Essayez pas de tricher en vous disant: «Ah OK, je récupère le fichier et je renomme 3 variables, il va pas le voir». On voit, ça c'est facile à détecter du plagiat là. Donc arrêtez de le faire. Je veux dire, moi je fais un contrôle F dans mon repo, je trouve 3 fois la même instance du même texte. C'est pas normal. Genre, arrêtez de partager votre code. Si vous finissez avec 0 sur le TP, vous passez en communauté de plagiat, c'est un enfer. Genre, partagez pas votre code là. Est-ce que tout le monde comprend bien, ça là? Ouais, c'est clair. Parfait. Ça normalement, il y a aussi, donc l'autre démonstrateur qui fait un rappel, aux démos présentielles, mais pour votre TP3, s'il vous plaît, ne trichez pas. Si et aussi, quand je dis trichez pas, c'est trichez pas entre vous, donc ne vous partagez pas le code. Si vous trouvez du code sur internet, moi aussi je le trouve sur internet le code, OK? Si vous allez chercher, du code sur GitHub, sur GitLab, sur n'importe quoi, je le trouve et ça je vous le dis parce que j'en ai trouvé. Donc trichez pas, ça vaut pas la peine. Pour un TP à 15 c'est pas une bonne idée, hein. Bon, hem, du coup avant de commencer labo 12, vu que le labo 12 en fait, c'est du code de graphe qui est, il y a littéralement en fait les mêmes des morceaux de squelette qui sont absolument identiques sur le labo 12 et sur votre TP3. Hem, on peut pas vous donner le code, forcément. Donc en fait, moi je voulais d'abord, faire un tour de votre TP3 juste pour que tout le monde comprenne bien, vous montrer pour que vous puissiez gérer votre code là et vous partager, une modification du makefile pour que ça soit plus simple pour vous, pour que vous puissiez zipper votre code de façon plus efficace et regarder juste ensemble le roulement du fichier évaluer.sh. Il y a encore du monde qui ont du mal à rouler ce fichier visiblement. Dans le TP2, j'ai du monde qui me mettait leur rapport avec,
avec la version un peu simpliste là, du evaluer.sh là. Donc juste vérifier ça avec vous pour que tout le monde comprenne bien et que tout le monde puisse rouler les tests sur le TP3. Sauf si vous voulez vraiment qu'on regarde le labo 12, mais je pense que c'est plus pertinent de regarder la TP3 vu que c'est du code du labo 12. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit avant qu'on parle du TP là? Je pars du principe qu'il n'y a pas de questions. Tac, tac. Ok. Donc si on regarde votre TP. Quand je parle de regarder le TP là, je pars du principe que vous avez déjà téléchargé les fichiers. Ok. Vous avez 3 zips à. Si lui peut se remettre. Parfait. Vous avez 3 zips à télécharger. Ok. Vous avez votre fichier source, visionneuse et TP3 test. Vous avez les tests complets qui ont été rajoutés aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Parce qu'il y a 2 zips de tests. Prenez le deuxième là, prenez le plus complet là. Celui qui s'appelle fichier test au complet là. Donc, qu'on se mette d'accord. Hein. Vous faites votre petit repo là, et vous avez vos 3 zips, ok. Vous les décompressez ici, ce qui fait que ça va vous donner un dossier source, un dossier test et visionneuse. Ok. On va regarder le fichier source là. Okay. Si on regarde le contenu de source, vous avez carte, coordonnées, makefile et TP3. Votre makefile, par défaut, très simpliste. Okay. Il y a toujours l'option débugger, l'option O2. Quand vous rendez votre TP, rendez en option O2. Là, je suis content pour le TP2, personne ne s'est trompé. Pour l'instant. Ça, le makefile, ok, makefile, il n'y a pas de problème. Votre coordonnée là, comme dans tous les TP que vous avez depuis le début de la session, là, avant on jouait avec des points et des points .st. Là c'est une classe coordonnée, c'est un peu la même logique qu'un point, sauf que là c'est des latitudes, longitudes, mais c'est globalement la même chose. Donc gardez cette classe, là vous avez déjà le code qui est fourni pour faire vos latitudes avec le 180 divisé par pi à chaque fois. Là. Cette classe globalement elle est déjà faite. Vous avez directement le calcul qui est fourni, donc ça il n'y a pas de problème. Ça vous la laissez, vous pouvez la modifier, mais en théorie il n'y a pas besoin. Au niveau de carte.h, là, ok, là vous avez une structure, vous avez une représentation qui vous est donnée, juste avec ajouter lieu, ajouter route, calculer trajet et calculer chemin. Ouais, Terry, t'as une question? Non, mais c'est juste un détail. Tu sais, en haut, c'est marqué automne 2014. Ouais. Toi, tu t'attends à ce qu'on mette hiver 2022 ou est-ce qu'on laisse automne 2014 parce que c'est là où le fichier a été créé? Ça, en fait, ouais, vous pouvez mettre. Ça, on s'en Ok, fiche. tu t'en fous, ok, On parfait. regarde pas. Okay. C'est juste ce que ça vous dit, c'est juste que le TP a été créé en 2014, mais c'est juste. Il y a des étudiants qui l'ont modifié, c'est cool, mais vous n'êtes pas obligé là. Donc ouais, donc cette architecture de base qui vous est proposée, c'est un peu la même que ce qu'on va voir dans le Labo 12. Elle fonctionne très bien. C'est comme c'est écrit ici, là, vous pouvez tout changer ou pas, mais vous pouvez partir de ça, ça marche très bien. Et après, donc vous avez l'implémentation ici et vous avez déjà le calculé trajet qui est fourni. Donc si vous gardez cette architecture et que vous la comprenez, c'est parfait. Donc vous avez déjà des méthodes qui sont finies, c'est cool. Un point aussi, ça veut dire que là, si on regarde un peu, on a juste un TP3, une classe carte et une classe coordonnée qui est déjà faite là, OK? Donc là, on a 3 classes. Vous avez le droit de créer des nouvelles classes en plus, hein. C'est conseillé de créer des classes en plus. Pour le TP2, il y a très peu d'étudiants qui l'ont fait, mais je peux vous dire que les étudiants qui l'ont fait, en moyenne, ont des meilleures notes que les autres. Quand vous segmentez plus votre code, c'est plus simple de visualiser votre programme là, et c'est beaucoup plus simple à débugger. Donc faites des classes en plus, mais dans l'ensemble, le TP là, c'est juste de la recherche de chemin de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris. J'ai pas eu le temps de le regarder vraiment dans le détail là, mais il est relativement accessible comparé au TP2 là. Donc, qu'on se mette d'accord là, pour votre remise, il y a globalement que le contenu du dossier source que vous allez remettre, OK? Donc là, il y a juste pour un point sur comment faire votre zip, parce que ça c'est important parce que vous perdez encore des points là-dessus. Vous avez plusieurs options, OK? Soit vous ouvrez votre navigateur de fichiers. Donc on va faire ça. OK, soit vous ouvrez votre navigateur de fichiers
Là, vous allez chercher votre dossier source, vous faites un clic droit. Je sais pas si vous le voyez quand je fais le clic droit. Ouais, OK, vous voyez pas. Quand je fais clic droit, il y a une option compresse là, OK? Et là, ça me dit genre: «OK, choisis le nom», tu vois? OK? Donc là, je vais l'appeler, Toto. OK et ça me crée mon zip toto.zip là. Ce que je pense que plusieurs personnes font, c'est, bah, ils font exactement ça. Ils font leur zip et après ils vont, déposer ce toto.zip là. Ce que vous pouvez faire aussi là, c'est vous le décompressez. Vous l'ouvrez là, ce zip là. Hop, si on double clique dessus, hop, ça vous met le contenu et là, vous voyez que bon là, après il y a des options mais ah OK, là, vous les voyez. Là, vous pouvez voir, as folder donc ou alors, comme fichier dépendamment de votre truc et là, vous regardez et là, vous voyez: «Ah bah merde, j'ai un dossier, j'ai un fichier .gitignore». OK? S'il y a ça dans votre zip, là, vous perdez 0,5 points. Donc là, votre zip, il est pas bon. Donc ça, c'est une première méthode. Donc si vous faites ça, bah, généralement, toutes les personnes qui ont fait ça, je pense, ont le dossier macOS X, qui se retrouve ici. Donc c'est pas la meilleure méthode. Vous pouvez le faire, mais dans ce cas-là, supprimez tous les fichiers de votre repo avant de le zipper. Ce que je vais vous donner, qui va être, vraiment mieux pour tout le monde. Dans votre makefile, OK, vous pouvez rajouter des variables. Donc par exemple, le nom de votre zip et là, vous mettez, votre code permanent de votre ami, .zip. Pareil pour le rapport du PDF, OK, et à la fin de votre makefile, vous rajoutez une commande, make-zip, OK? Je vais vous l'envoyer par message si vous voulez. Hem, 1re étape, vous supprimez votre zip, qui existe déjà. Comme ça, vous êtes sûr que votre zip ne va pas zipper votre propre zip et vous utilisez juste la commande zip, sur la ligne de commande, OK? Donc si on va dans source et qu'on fait un make zip, si vous le faites en ligne de commande, vous avez l'affichage de: «Ah OK, le fichier chart.h, coordonnées.h, chart CPP, coordonnées, TP3 et makefile ont été ajoutés» et donc là, vous avez la liste d'absolument tous les fichiers qui sont dans votre zip. Comme ça, par exemple, si j'avais mis un étoile ici, si je fais un make, ouais non parce que l'étoile il va pas matcher, mais si je admettons j'avais pas, j'avais mal défini mon zip là. Si je fais un make zip là, vous voyez qu'il y a le fichier .gitignore qui s'est ajouté. Bah là, quand vous le voyez, bah, ça veut dire que, là, vous allez perdre 0,5 points sur votre visite. Donc moi, je vous conseille de le faire en ligne de commande ou alors juste vérifier le contenu de vos zips et arrêter de perdre des points là-dessus. Hem Et l'avantage de mettre les variables, vous pouvez mettre des variables d'état en haut pour, comme ça vous êtes sûr que le nom de votre zip il est correct et vous avez plus jamais besoin d'y toucher. Et en plus, si vous voulez vraiment être sûr, vous pouvez rajouter vous pouvez rajouter un make clean au début de votre make zip. Comme ça, vous êtes sûr et certain que là, ça va exécuter votre make clean avant de zipper votre code. Comme ça, vous êtes sûr et certain de ne pas avoir des fichiers .o dans votre code, dans votre zip. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça là? Je vous l'envoie par message. Donc, utilisez ça, modifiez-le et si vous attendez, non, parce que attendez, c'est pas le bon ça, parce que j'ai rajouté Pochettino à la fin. OK. Oups. Utilisez le dernier message. Utilisez ça et comme ça, on arrêtera d'avoir des problèmes sur vos zips. Des questions? J'en ai une, mais c'est pas Ouais. par rapport au zip. Là. J'aimerais ça revenir sur le point du plagiat que tu mentionnais tout à l'heure. Ouais. Quelqu'un qui fait du plagiat au TP1, est-ce qu'il a le droit de faire le TP2? Ou est-ce que Hem, sa session est freeze? non, ça ta session et ça j'ai appris ça cette session. Mhm. Non, ta session n'est pas freeze, tu juste, en fait, ta note est mise en suspens jusqu'à ce que tu as le comité de plagiat qui est réuni. Tu es convoqué et là, à ce moment-là, tu expliques ta situation. Si tu estimes que tu as pas triché, bah, tu expliques que tu as pas triché. Si tu dis que tu as triché, bah, tu dis que tu as triché et le comité prend une décision de, est-ce que tu as 0? Quelle est ta note? Et toi, de toute façon, dans tous les cas, tu continues de faire tes autres TP et pour savoir si tu as juste un avertissement ou alors si, après il y a Ou plein s'ils de appellent ta mère. Puis... ouais, c'est ça. En fait, il y a plein de décisions, mais dans l'ensemble, c'est tu continues de faire tes TP malgré tout et tu continues ta session et tu sais pas ce qui se passe pour ta note du TP1 et ta note du cours. un étudiant qui fait du plagiat au TP1, on va dire, est-ce qu'il sait dès le début qu'il est en investigation ou est-ce qu'il l'apprend à la fin de la session comme Non, Hey, non, by the non, way, TP1? Il sait les direct. ouais, les étudiants là qui ont triché sur le TP1 sont au courant depuis un petit moment. OK. Euh, puis un autre point, c'est à quel point est-ce que tu investigues? Parce que tu me dis que tu comparais les TP, que tu regardais sur Internet. Genre à quel point, Bah, en fait, à c'est quel moment est-ce que tu te réveilles et tu fais comme Oh, je pense que tu plagies ici ou qu'est-ce que OK, tu. OK. En fait, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez de spotter du plagiat.
quand tu arrives sur quand tu as, par exemple, du code comme ça, tu as du code qui est, int toto et là tu as une variable qui s'appelle, absolument n'importe quoi là, OK? Une variable qui est comme ça, toto égale 3 là. Bah, moi quand je corrige les TP et que je vois ça, genre je m'en souviens, tu vois? Je me rappelle que, ah bah, il y avait quelqu'un qui avait mis une variable vraiment bizarre, tu vois? Ou par exemple si tu as, 10 variables int à la suite, puisque ça c'est il y a un cas que j'ai trouvé comme ça là, il y a quelqu'un qui avait, 10 variables, qui déclarait 10 variables int à la suite. Bah, je veux dire, tu vois pas ça souvent dans un TP là. Bah, quand tu le revois, bah, tu le respots quoi. C'est vraiment juste des caractéristiques qui se retrouvent, très facilement et là, en fait, les gens qui trichent, bah, ils ont souvent la même note, en fait. Donc moi, à la fin, je regarde juste, la même note, je regarde et pour les gens qui prennent le code en ligne, bah, ça se voit aussi parce que je veux dire sur la qualité de code que Ouais. j'ai dans tous les TP, bah, là, d'un coup, j'ai un TP qui est parfaitement exceptionnel et je veux dire, je tape une ligne de code sur Google et je le trouve, quoi. OK. OK, ça fait qu'il n'y a pas de procédure, genre. Non, non, il y a pas OK, de il y parfait. a pas de procédure, il y a rien, mais c'est juste ça se voit, là, Mhm. genre vraiment. Hem, donc c'est ça. Hem, tac, j'en étais où? J'en étais où? Pour le zip, c'est terminé, je pense que tout le monde a compris. Ensuite, point d'après, pour les tests. Pour les tests. Hem, OK, on va supprimer le dossier test là. OK. Oups. Vous avez téléchargé, donc là je peux supprimer le toto. OK. Vous avez téléchargé le TP, hein, et vous avez votre dossier TP3, test.zip, OK. Vous faites un unzip de TP3 test. Là, ça vous met une erreur, OK? Parce qu'en fait, c'est pas un fichier zip, c'est un fichier, tar. Donc vous faites un tar, xvf, tar espace, dash xvf tp3 test.zip et là, ça vous décompresse tous vos tests là, OK? Pour ceux que ça intéresse, voilà les lignes de commande par message et donc là, ça vous met absolument tous les trucs dans le fichier test comme il faut. Si on regarde ici, on a, evaluer.sh, lisez-moi, bon ça c'est une licence parce que ça utilise, des données de carte open source là, mais et vous avez valideur Darwin et valideur Linux. Théoriquement ça vous êtes pas censé laissez-les là, vous êtes pas censé y toucher. C'est les versions compilées du valideur qui est utilisé dans le script evaluer.sh. Si jamais vous avez une erreur quand vous le lancez, que ça vous dit: «Ah, une erreur qui est bizarre là, qui est obscure, que vous comprenez pas trop», c'est peut-être parce que la version qui est compilée n'est pas compatible avec, votre système d'exploitation. Dans ce cas-là, sur Moodle, vous avez le fichier evaluer.sh qui vous est fourni et pardon, valideur.cpp qui vous est fourni. Donc là, vous faites un nouveau fichier, vous copiez-collez, vous l'appelez valideur.cpp, OK. Vous récupérez ce code-là. Il devrait OK, là, il manque un include such pareil, ouais. Je pense qu'il y a même une fonction qu'il utilise là-dedans qui n'est même pas définie dans le code, là. Mmh. Fait que je pense même pas je pense que ce ne sera pas utilisable, ce truc-là. Ah ouais, il y a valider. Si, valider trajet, elle est donnée à un endroit. Je l'ai vu quelque part celle-là. Mmh. OK, bon, bah ça, faut envoyer un mail à Karl dans ce cas-là. Bon, bah du coup, si ça marche pas, faut envoyer un mail à Karl. Bon. Donc, si on retourne juste sur evaluer.sh, pour tester là, OK, vous allez ici. Là, cette fois-ci, evaluer.sh ne compile pas votre code avant, de ce que j'ai vu. Donc, vous faites un petit make. Donc là, c'est le code source de base, que j'ai téléchargé direct, OK? J'ai rien modifié dans le code, OK? Et là, ici, vous faites point slash, vous allez chercher votre dossier de test, evaluer.sh. Et là, ça vous roule tous vos tests, OK? Ça vous roule vos tests, ça vous met la mission 1, le temps CPU, blablabla, et le nombre de routes OK, si c'est un échec ou pas. Donc là, normalement, il y a personne qui aura de problème pour rouler ça. C'est extrêmement simple pour le TP3. Donc c'est juste, vous mettez dans votre dossier, vous compilez votre code avec un make, avec évidemment l'option, là en option O2 parce que vous voulez tester votre temps CPU, et vous faites point slash test evaluer.sh. Ça, il n'y a pas de problème, donc normalement tout le monde dans son rapport aura soit copié-collé ce tableau ou fait un petit screenshot ou n'importe quoi. Point important, hein, il y a une quantité astronomique de tests, ok. Je crois qu'il y en a 92. Donc c'est sûr et certain
que la limite de 60 secondes du fichier et c'est ce qui est écrit dans votre énoncé, on va limiter à 60 secondes la run par fichier test. Donc s'il vous plaît, essayez pas de faire du code qui dure 60 secondes parce que ça va être, je sais pas comment on va corriger sinon. Si tous les fichiers de test prennent, 60 secondes. Donc si vous dépassez les 60 secondes, globalement, c'est qu'il y a un problème d'optimisation dans votre code là. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Est-ce que vous avez des questions par rapport à évaluer.sh et les 60 secondes? Ouais, vas-y. Mais moi, en fait, c'est la question que tu parles justement du temps. Comment est-ce que vous avez fini par corriger ou interpréter le temps dans le Hem, TP2? Bah, en fait, pour le TP2, finalement, c'était plus de les gens discutaient plus que ce qui était nécessaire là. C'est que, par défaut, je les roule à 180 secondes. Mais en fait, c'est en fait les gens qui il y a peu de personnes qui font tous les tests en 180 secondes. Donc en fait, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui les termine en dessous ou alors c'est des échecs dès le début, donc le programme l'arrête directement. Enfin il le continue. Mais en fait, moi ce que je regarde, c'est par exemple si dans ton rapport tu me mets que tes 10 premiers tests, c'est que des échecs, bah, je vais le rouler en 60 secondes parce que dans tous les cas, c'est un échec en fait. Tu me dis que c'est un échec, donc je diminue le temps pour que moi ça aille plus vite parce que dans tous les cas, tu me dis que ton code fonctionne pas. Mais, j'ai pas eu de problème là je sais plus, je crois qu'il y a une correction là qui m'a pris, 30 minutes pour rouler 20 minutes, je sais plus, pour rouler les tests là, mais en tout cas, ouais, je les roule là, c'est juste, je les roule, je me fais un café, je vais regarder un film. En gros. Donc pour le TP3 là, enfin vu que là c'est si on regarde, c'est le nombre de miss là, ça veut dire qu'il y a genre je crois que c'est le nombre de nœuds ou nombre de routes ou quelque chose, hein. Je veux dire, il y a que mission D6 qui est à 5000, il y en a 2 à 5000, 3. Normalement, il y a peu de données dans ces tests là, donc en théorie, il y aura pas de problème. D'autres questions par rapport à ça? Dernier point, hem, dans votre énoncé, il vous parle visionneuse, du dossier visionneuse. Ça, en fait, là, j'ai essayé pendant un petit quart d'heure de l'exécuter, mais, dans les grandes lignes, ce que j'ai trouvé, hem, ça, je sais pas à quoi ils correspondent tous ces fichiers là, build, GPL. Je sais pas si quelqu'un a réussi à le compiler, autrement que juste faire un javac. Si quelqu'un est fort en Java, en fait. Mais dans l'idée, si jamais vous y arrivez, en gros, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que vous allez dans le dossier SRC, vous faites un javac avec, le chemin INF 3105 visionneuse et là, vous passez, main.window.java. Vous faites en entrée, ça va vous le compiler et après vous faites juste un java inf, 3105.visionneuse. Main.window. Main.window tout simplement et si vous le roulez, ça vous lance, cette application ici. Mais en fait maintenant, donc ça c'est beau, ça le compile, OK, on a l'interface, on peut vous amuser à zoomer, dézoomer, très bien. Le problème c'est que là j'ai pas trouvé encore comment exécuter ./TP3 là. Quand je clique dessus, ça me met une erreur que le lieu d'affaires, une destination, machin. Donc ça, j'ai pas eu le temps de chercher un peu plus là, mais si quelqu'un trouve, ça pourrait être une bonne idée de partager, comment est-ce que vous avez réussi. Parce que c'est pas écrit dans l'énoncé. Je sais pas s'il avait essayé en fait. Qu'est-ce que tu as dit qui n'était pas donné dans l'énoncé? Comment exécuter, ce visionneur en fait là? Parce qu'en Ben, fait il y a il une dit partie interface graphique, je ne sais pas si c'est de ça que tu parles. ouais c'est ça, parce que c'est l'interface graphique là. Mais le prof il Mhm, dit utiliser la commande java jar, mais en fait il donne mhm. pas le jar en fait donc mmh, c'est qui qu'il faut que je mute là? Heu, OK. Donc ouais, ça dans l'énoncé si je regarde c'est écrit, d'utiliser la commande java-jar visionneuse tp3.jar. Mais ça, en fait, ça part du principe que le code a été compilé en jar. Donc en fait, la folder visionneuse a été compilée en jar. Mais ça, j'ai pas trouvé la solution encore. Mais en tout cas, ces 2 lignes de commande fonctionnent ici. Vous pouvez faire ça et après trouver peut-être une solution, mais bon, pour l'instant, c'est pas
c'est pas la plus grosse préoccupation. Et donc ça, c'est tous les points que Et- j'avais sur le TP2 et TP3. Ouais, une question? Ouais, ben juste techniquement, on peut faire le TP sans la visionneuse Oui, ou ça nous aide beaucoup dans le fond, ou c'est pas si grave. non, je pense que c'est pas si grave en vrai. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. C'est vraiment pas si grave que ça. Mais c'est juste que, bah, je me dis que ça peut aider certaines personnes quand même vraiment à ça peut être en fait, le seul avantage que je vois réellement, c'est pour vérifier que, vous ayez bien placé les nœuds au bon endroit et que vos composantes, de tu sais, vos positions géographiques soient bonnes et que vos points soient bien connectés là, que vous ayez pas des nœuds perdus et vous comprenez pas pourquoi vous passez pas par ce point-là. Mais, ça faudrait demander à Karl ou à Baudry directement, mais je sais pas si Baudry répond à vos courriels. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur, TP3? Pas de questions? Parfait. Donc, on va aller, good. Donc on va passer au labo 12. Tac, tac, tac. Labo 10, 11, 12. Il est là. Bon, labo 12, l'énoncé, il est là comme d'hab. Mmh. Donc vous allez comme d'hab, vous faites un petit dossier labo 12 et vous pouvez télécharger le zip qui est à cette adresse-là. OK, un petit wget, vous avez le zip comme d'hab, unzip le labo et on supprime le labo 12.zip. Donc là, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, vous avez encore une fois le carte.h et le carte.cpp qui est extrêmement similaire à ce qu'on a sur le TP. Et l'objectif global, en fait, c'est qu'il y a, ça va être de représenter un graphe sur une carte géographique et d'aller chercher les composantes, extrêmement connexes. C'est quoi le nom exact? C'est, fortement connexes, pardon. Et en fait, ça a été utilisé à un moment pour trouver en fait qu'il y avait un ensemble de nœuds. En fait, il y avait un parc, sur l'équivalent de Google Maps open source là, en fait, qui était pas accessible. Donc il y avait un ensemble de nœuds qu'on avait une boucle, mais il y avait aucun chemin qui permettait d'y aller. Donc en fait, si vous utilisez l'application pour dire que vous voulez aller dans plein milieu du parc, bah, il y avait aucun chemin qui sortait. Parce que le nœud était enfin la boucle était complètement détachée du reste, de l'infrastructure. Donc il me faut ça, hop, et je vais chercher mon code qui se trouve, qui se trouve où? Il est là. Parfait, parfait. OK, donc le makefile, il vous est donné, ça c'est pas un problème. Et donc là, si on regarde, la première étape, ça va être donc de bah, compléter la carte.h. Donc en fait, ça va être sensiblement la même chose que ce que vous allez utiliser dans votre TP. Il y a plusieurs implémentations possibles. En fait, vu que là, on va utiliser la librairie standard, donc on va pouvoir utiliser donc des sets pour les différentes suites de nœuds et ainsi de suite. Mais il faut quand même qu'on définisse un peu notre classe interne de notre structure. Qu'est-ce qui repré la question, en fait, c'est comment est-ce qu'on va représenter notre nœud, en fait? Donc ce qu'il propose dans l'énoncé du labo, c'est d'utiliser cette représentation. Tac. Et il y a ça qui est en trop, ça qui est en trop. L'idée là, c'est, donc d'avoir, une carte qui a des méthodes ajouter nœud, ajouter route et nos routes, on va les placer, on va faire un dictionnaire d'objets nœuds, en fait. Donc un arbre map, ce que vous avez vu dans le TP2. Donc là, il va nous falloir juste, si vous copiez-collez directement le code, je vous conseille de le faire en, using namespace, std. Comme ça va être, ça vous pouvez enlever hop, vous pouvez enlever ça.
hop, et un include de map, parce que le code utilise un map. Ok, donc là vous allez avoir un map de long et nœud pour contenir votre structure. Et votre structure nœud, ça va être simplement le contenu et un set des voisins. Donc ça, c'est un peu la même chose que ce qu'on a vu dans le labo 11. Si je regarde vite fait ce qu'on avait fait dans le labo 11 pour le graph.h, on avait fait une structure sommet qui avait un set de voisins et un mutable booléen. Donc si on compare les deux côte à côte, cette fois-ci, on a un string nœud qui va être donc le contenu de notre nœud. Ce qu'avant on n'avait pas finalement. Parce que oui, c'est un objet de type S, c'est pour ça qu'on n'en avait pas avant. Et on a toujours le set de voisins. Donc ça c'est exactement ce qu'on a fait la dernière fois, donc normalement il n'y a pas de problème. Tac, tac, tac. Et donc ce qui est expliqué juste dans la démo, c'est peut-être pas la meilleure structure, c'est peut-être pas la meilleure représentation d'un nœud pour que ça soit purement efficace pour le TP. Mais en soi, je vous conseillerais quand même de partir de cette représentation. Partez avec ça au début et normalement il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Pourquoi j'ai pas mon truc? Non, c'est là. 12 cartes. Ok. Hop, carte. Je regarde juste ce que j'ai le droit de vous donner comme code finalement. Ok. Donc la carte.cpp, donc là on a les trois méthodes qu'on va regarder ça un peu plus tard. Fcarte, on s'en fiche. Et ok, Labo 12, il s'occupe de la lecture du fichier. Donc ça, on s'en occupe pas trop. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est juste que on a un objet donc notre objet de type carte et on passe directement on envoie directement notre input stream dans la carte. Donc on s'attend à une certaine structure de l'input. Ici, oups, elle est là. Le code se trouve dans fcarte, c'est pour ça. Ok. Vous avez votre déclaration de code dans carte.h et ça utilise fcarte pour le chargement. Donc en fait, toute la structure est déjà définie. Donc ça, on n'a pas besoin d'y toucher. Ok, on n'y touche pas. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on ajoute des nœuds. Et là, on va regarder un peu comment est-ce qu'on pourrait faire pour ajouter des nœuds à notre structure. Ok. Jusque-là, est-ce que j'ai perdu du monde ou tout le monde comprend? En tout cas, moi, je suis encore là. Parfait. Tac, tac, tac. Mais en gros, on pouvait lire un peu si vous voulez lire l'énoncé du labo, là, ça vous décrit un peu la structure d'un fichier pour qu'est-ce qui est un input. Mais en fait, si on regarde la base de données qui s'appelle parc isolé, alors donc là, c'est pas dans le zip malheureusement, mais on va le rajouter. Si vous regardez le parc isolé.txt, la logique est au début, en fait, ça va être une entrée un nom de nœud et sa position géographique. Donc là, longitude, longitude, pardon. Donc vous allez avoir tous vos nœuds à la suite. C'est à peu près la même structure de notre TP si je ne me trompe pas. Donc ils sont tous ajoutés à la suite. Et on a une petite ligne de pointillés pour indiquer au programme que on est en train de changer les prochains inputs seront différents. Et à partir de là, on rajoute des noms de rues. Et donc là, on dit que le nom de cette rue, Davis Avenue, ça contient les nœuds N 55, 58, 59, 60, 61. L'ordre de ces nœuds est très important dans ce programme-là. C'est si j'arrive à retrouver ça rapidement. Il est passé où là? Donc on va lui passer la liste de N55 à 61 qui va appeler la méthode ajouter route. Et donc en fait, si on regarde le code de fcarte, le moment où on ajoute des routes, c'est ici. En fait, vous allez lui passer la liste en paramètres et vous allez créer une route entre N55 vers N56. Donc si on regarde juste est-ce que je l'ai en... Non, dommage. Si je prends cette ligne ici, là, la ligne qui va être passée en paramètre à cette route là, c'est Davis Avenue. Donc là, ça c'est le nom de la route. Le nom de la route va passer être Davis Avenue. Et la liste des noms de lieux, en fait, c'est simplement une liste de la librairie standard.
qui va être dans l'ordre N55, N58, N60, N61. Ok, donc juste pour que tout le monde comprenne bien, c'est notre liste va être égale à ça en fait. Là. Ça va être notre liste qu'on va passer en paramètre à notre objet, à notre méthode, pardon. Donc maintenant la question c'est comment est-ce qu'on, comment en passant une route, en ayant ces deux variables ici, là, le nom de la route qui est Davis Avenue et la liste des non-lieux, comment est-ce qu'on arrive dans la méthode ajouter route à un résultat qui va nous dire qu'on a donc le nœud N55 qui a comme voisin, donc en fait les N55 points voisins, ça va être N58. On va vouloir créer une paire, on va vouloir créer des paires de routes en fait, des paires de nœuds pour définir une route en fait, qui vont être N55 et N58. Puis une autre paire qui va être N58, qui va être N58 et N59, et ainsi de suite. Là. Okay. Est-ce que vous comprenez cette logique C'est ce qu'on demande dans le labo en fait. Donc ça, c'est on va ajouter toutes les arêtes à la suite pour les connecter entre elles. Donc ça veut dire que dans le ici, l'ordre d'entrée des nœuds est extrêmement important. Donc tout ça, moi je pars du principe que donc N55, donc c'est un nœud qui s'appelle N55 et qui a des attributs. Et je pars du principe qu'il a été ajouté, été ajouté auparavant. Okay, donc là, on va juste regarder la partie ajouter nœud. Je peux vous la donner parce que ça c'est pas très sorcier. Mais la partie ajouter route, là ce que ça dit, c'est quand même que vous allez devoir créer, vous allez recevoir une structure en paramètres qui est donc une liste de la librairie standard. Vu que ça vient de la librairie standard, en fait pour parcourir vos éléments, vous allez créer un itérateur, okay, pour vous déplacer sur votre structure. Et avec cet itérateur, vous allez donc vous déplacer et créer votre route entre N55 et N58, N58 et N59, et tout ça en gardant votre orientation de la route. Okay, parce que si vous voulez faire une route à double sens dans le cadre de ce labo et dans le cadre du TP, si vous voulez faire d'une double sens, va falloir faire un deuxième appel avec cette fois-ci N61, N60, N59, N58 et N55. Est-ce que tout le monde comprend bien cette logique? Yep. Parfait. Ouais. Donc maintenant, on va commencer par regarder ajouter un nœud. Pour ajouter le nœud, il vous faut, je vais mettre la carte.h ici et carte.cv. Vu que tout ce que vous voulez là, c'est créer des nœuds qui ont un contenu et un set de voisins, et vous recevez un nœud qui a un ID et un point pour sa position géographique. Tac, où est-ce qu'il est passé le... Donc là déjà, là je suis en train de vous dire que pour ajouter un nœud, je vais lui passer la position géographique de type .st. Donc là forcément, il faut que notre nœud ici, là dans ma classe carte, si je suis en train de vous parler de .st dans l'implémentation de la classe, il y a un moment, il faut que je parle de .st aussi dans le carte.h, ok. Donc là, ce que ça nous dit déjà, c'est il nous manque un attribut dans ma structure nœud. Est-ce que tout le monde comprend bien ça? Est-ce que vous voyez le problème avec cette structure nœud qui est donnée dans le code de démo de Baudry sur son site? Ouais. Donc c'est-à-dire que ici, déjà, vous savez que tous vos nœuds, vu que c'est des positions géographiques sur une carte, il faut rajouter un attribut point ou position ou n'importe quoi. Ok, on va l'appeler point parce que c'est plus simple. Donc en soi, on a besoin de notre point et on a besoin de notre set de voisins. Est-ce que notre contenu est important pour le nœud? Ça pour l'instant on va le laisser, mais on va voir après ça. Tac. Donc si on veut ajouter un nœud ici qui reçoit donc un ID et un point, sachant que nous on a
un arbre map de long, donc là qui est exactement le même type que l'ID, et de nœud qui est exactement le type qu'on voudrait insérer. Bah, tout simplement ici, c'est pas mal ce que vous avez tous fait dans le TP2. C'est vous accédez à votre structure, donc là il s'appelle pas sommet mais il s'appelle nœud, pardon. C'est juste que je veux pas raconter n'importe quoi. Ouais. Donc vous accédez à votre structure, donc votre attribut privé, votre nœud, et dans votre nœud, bah, vous voulez insérer tout simplement les éléments que vous allez récupérer. Donc c'est un nœud donc crochet ID, comme ça va le chercher, si ça n'existe pas, bah, ça va le créer. OK. Donc là en faisant le nœud ID, vous rentrez dans vous complétez la condition de gauche que votre map ça contient des longs dans le first element. Et après, bah, votre nœud, donc là vous pouvez accéder directement à l'élément. Vous accédez à l'élément et là vous lui dites que bah, soit le contenu, soit le point, soit le voisin est égal à votre point ST. Donc là c'est votre point est égal à P. Donc là ce que ça veut dire c'est que si, je mets l'emphase là-dessus, hein, mais si par exemple votre ajouter nœud, bah, ça prenait pas en compte, si admettons vous vouliez une méthode ajouter nœud qui elle prenait un const string Toto, bah, vous auriez pu faire nœud crochet ID point, donc là c'est contenu parce que notre contenu c'est un string qui est égal à Toto. OK? Ça aurait fonctionné. Et en fait, si vous faites ça à chaque fois, là, donc, vu que vous créez partiellement votre objet et que là vous n'avez pas défini la valeur de string, vous n'avez pas défini la valeur de set ni de .st, dépendamment de quelle méthode vous avez appelé, C++ va appeler les constructeurs par défaut de vos éléments. Donc c'est-à-dire que dans le cas de ma première méthode, le nom, donc le contenu exactement, le contenu est égal à valeur par défaut. OK. La valeur par défaut étant donnée par le constructeur par défaut. Mon set de voisins, il y a le constructeur par défaut qui a été appelé, et pour mon point .st, bah là je vais donner directement la valeur. Parfait. Une petite question. Ouais. Dans le fond, quand on fait nœud ID point point, si l'ID n'existe pas, il le crée en même temps, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est la surcharge de l'opérateur crochet-crochet dans le librairie STL. Hop, si j'arrive à l'avoir ici. Tac, 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 split, access to. Non, mais c'est parce que c'est ça, j'avais l'impression en fait qu'il fallait le créer avant de donner une valeur à un de ses enfants. Mais là, il crée tout d'une shot. OK. Ouais, c'est ça. En fait, c'est map. en fait, sur VS Code, là, avec ça, si tu mets ta petite souris dessus, ça te met vous le voyez sur le replay, parfait. Ça te met, hop, c'est une référence vers la clé, blablabla. Et si la clé n'existe pas, une paire avec cette clé est créée avec les valeurs par défaut. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça appelle les constructeurs par défaut pour instancier votre objet. OK. Donc en fait, avant que tu appelles le point, donc avant cette partie de droite ici, et à la sortie du crochet, si ID n'existe pas, il a appelé le constructeur par défaut de tes 3 éléments ici. Fait que si j'ai une cochonnerie dans l'ID, il va créer une nouvelle pièce. Ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi si tu as une classe Ben, en fait, ma question, c'est ça, c'est que j'ai pas besoin de valider si ID existe ou pas. Dans les faits, il va le créer aussi. Non, exactement. C'est un bon point, il y a du monde qui l'ont fait dans leur TP. Ouais, ben Dans je le fais peut-être TP. partie de ceux-là. Mais bon. C'est ça, il y a du monde qui l'ont fait dans le TP2, donc en fait c'est un appel à une méthode en plus, donc ça ralentit forcément le programme là sur l'exécution. Bon, donc là c'est pour ajouter vos nœuds, c'est relativement simple, il faut juste bien comprendre comment fonctionnent les maps et ainsi de suite. Bon, la deuxième méthode, on s'en fiche, on n'a pas besoin. Et à partir de là, en fait, si on regarde F-carte, là, ici tout ça, ça nous permet de bon, bah, tout ce code-là, on n'a pas trop besoin de comprendre comment il marche, mais jusqu'au moment où on a le non-lieu qui est tiré, 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 on peut ajouter tous nos nœuds, OK? On pourrait le vérifier que nos nœuds soient bien insérés et quelles sont les valeurs de nos nœuds. Est-ce que si je fais ça, parfait, ça compile. Donc si on va dans le makefile, on le met en debug. J'ai une question, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Je vois la façon dont ajouter ne fait. Les contenus seront ajoutés à quel moment, les contenus de nos nœuds? La variable contenu? Ouais. Bah, la variable contenu, pour l'instant, est pas appelée, en fait. Là, il n'est pas défini. On va juste avoir comme ce que j'ai expliqué là, c'est quand tu fais ton nœud crochet ID ici à gauche, Mhm.
C++, vu qu'il va essayer de chercher ton élément, S'il n'y a pas l'élément, il va, en fait, comme le temps, le TP2, s'il n'existe pas, il va s'il l'ajouter n'existe pas, il va le automatiquement. créer. Et il va le créer comment? En appelant les constructeurs par défaut de chaque attribut. Vu que ta structure nœud, c'est une classe, et donc ça, Mhm. c'est en C++, quand tu crées une nouvelle classe, ça appelle d'abord les constructeurs des constructeurs des attributs, et après le constructeur de classe. Donc là, ça va appeler tes constructeurs par défaut d'attributs, donc ça va tu auras la valeur par défaut de ton string. Donc, ça veut dire que chaque nœud va avoir comme valeur par défaut, la valeur par défaut de contenu. Ça. Et exactement. OK. C'est ça que je voulais checker là. Si on compile en debug et normalement si je fais ça, tac, parfait. Ah oui, ça aussi je pourrais vous le ouais, je pourrais vous le donner après pour le TP3. C'est important de savoir rouler vos programmes en debug. Je sais pas si vous le faites en fait. Oh Dans, que oui. Ouais, Ok. moi, j'aimerais bien l'apprendre sur VS Code parce que pour faire le debug, moi, je fais ça sur C Lion. Ok. Juste si je fais ça, lab12 n'existe pas. Oups. Il n'existe pas? Non, effectivement, il n'existe pas. Parce qu'il s'appelle. Non, si maintenant c'est bon. Tac. Et si je mets. Donc là maintenant, moi ce que je voudrais vérifier, c'est la méthode ajouter nœud qui est dans fcart, ici. Donc je mets un point d'arrêt, j'appuie sur F5. Boum. Là, bon bah juste pour ceux qui s'intéressent réellement, les étapes que j'ai fait là pour pouvoir rouler en debug, vous mettez dans votre fichier lab12.cpp, vous appuyez soit sur F5, soit vous allez dans Run and Debug et vous faites runner. En fait, il y a un bouton là, mais il n'y a rien à ce moment-là. Enfin, moi j'ai déjà fait la target en fait, mais quand vous le faites, ça va vous dire ah ça marche pas et ça va vous proposer d'ouvrir le fichier qui s'appelle launch.json. Ok, ça va vous générer cette target qui est ici. Et en fait, là, vous allez pouvoir avoir une liste de targets en haut à gauche pour les exécuter. Mais en gros, dans les grandes lignes, c'est juste vous mettez votre nom de programme. Là, par défaut, ça va vous mettre le nom du dossier et le nom du fichier sans extension. Donc en fait, il part du principe que si je suis dans le fichier lab12.cpp et que je lance la commande debug, il cherche le fichier lab12 sans l'extension .cpp. Donc le fichier compilé. Okay. S'il le trouve, il exécute. Et moi, je lui ai passé en argument, je lui ai donné donc le file dir name le dossier de lab12.cpp, je lui ai passé le parc-isolé.txt. Ça, c'est je veux que mon programme il ait parc-isolé.txt en paramètre ligne de commande là, pour pouvoir l'exécuter pour avoir l'input de données. Okay. Et en fait, par défaut, VS Code, il vous rajoute deux petites lignes ici. Là. Si j'arrive à l'avoir, il vous rajoute pre-launch task et me-debugger path. En fait, il veut le compiler avec G++ avant. En fait, vous supprimez ces deux lignes et ça va fonctionner. Mais en gros, pour ceux que ça intéresse, je vous envoie le fichier par message et à la limite, on en reparlera une autre fois. Je pense aussi quand tu fais run comme ça, puis t'as rien, il te fait un autre fichier aussi, JSON, avec des tasks que tu peux aller chercher, puis tu peux changer les commands pour mettre ton mail directement dedans. Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai jamais réussi à mettre le make dedans. Oui. Mais en fait, une fois que vous êtes dans VS Code, là, vous avez le bouton ajouter une configuration et là, ça vous donne. Par exemple, là, si vous voulez faire du Node.js, vous avez des configs, mais par exemple, C++, vous faites juste un launch et ça vous crée toute la config par défaut. Là. Et une fois que vous avez la config ici, là, ça vous dit t'entres le nom du programme. Donc là, tu peux appeler ça TP2. Ici, dans les arguments, tu peux passer parc-isolé.txt. Mais après, il faut s'assurer que les paths relatifs soient bien définis. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette variable. Enfin bref, tout plein de trucs. Mais bon, on en parlera plus tard parce que je pourrais parler d'abord d'autre chose ou à la fin de la démo si on a le temps. Donc, juste si on regarde en debug où j'en étais où? Hop, on était là, parfait. On insère quelques nœuds là. Donc en fait, vous avez utilisé un debugger, hein, je parle du principe. Vous insérez des nœuds et à gauche, vous voyez, donc là, on a notre. Est-ce qu'il a vraiment modifié le nom de lieu? Tac, nom de lieu. Ah ok, bon, les noms de lieux sont. Ok, là, c'est la variable nom de lieu qui est ajoutée dans l'input stream. Mais si on regarde donc notre objet carte, donc, qui à gauche se trouve ici. Notre carte, on a des nœuds. Donc là, j'en ai inséré 22. Hop, si on enlève ça,
Donc là, j'ai mes 22 nœuds donc là, si je fais encore un tour de plus, ça va en créer un 23e là. Et mon nœud 1, alors donc vous voyez le contenu, c'est la variable par défaut. Donc constructeur par défaut d'un string, c'est une string vide. Les voisins, il y en a pas parce que on a toujours pas atteint la méthode ajouter route qui va définir les voisins. Mais là, j'ai mon point qui est à 0.73 et moins 1.25 machin. 28. Ok, et donc là, ça me met tous les points, toutes mes trucs, ainsi de suite. Donc là, ça confirme bien que mon contenu, c'est bien le constructeur par défaut et blablabla. Tout le monde comprend bien cette logique-là? Tout le monde comprend bien pourquoi le debugger, c'est cool et important? Yep. Donc, on ajoute nos nœuds et bon, nos nœuds, ils ont pas de... Là, ils ont pas de nom encore, donc ça risque d'être problématique à un moment. Donc ça, comment est-ce qu'on le gérait? Je regarde juste mon code, comment est-ce que je gérais le fait qu'il n'y avait pas de nom. Ok, non, ça n'a pas l'air d'être trop grave. Donc en fait, maintenant, la partie vraiment la plus intéressante, c'est ajouter une route. Ok. Votre route, elle a un nom. Donc là, à partir de là, il va falloir trouver un moyen de... Ok, pourquoi cette route a un nom? Parce qu'en fait, dans la suite, je crois que c'est là-dedans. Dans la suite, en fait, pour l'algorithme de Target, on va utiliser la route la plus longue, qui va être utilisée dans... Ah non, ok, c'est parce qu'il y a une méthode pour trouver la route la plus grande, qui est appelée... Ok. Ah oui, parce qu'en fait, c'est juste une question du... Ok, bon, en fait, on s'en fiche. Le nom de la route, pour l'instant, en fait, finalement, ça sert pas à grand-chose. C'est juste... dans le labo en tant que tel, à un moment, on vous demande de trouver la route la plus longue. J'essaie de trouver où c'est dans le... Je trouve pas. Non, c'est pas grave. Ça doit être dans TP. Non, ok. Oups, attends, toi. Donc là, pour ajouter votre route, en fait, c'est la logique que je vous expliquais tout à l'heure, de vous récupérer une liste qui... Hop, je vais retrouver mon truc ici. Une liste de noms. Okay, je vais arrêter le debug. Vous récupérez une liste de noms comme ça, et maintenant, faut qu'on aille récupérer notre nœud N61 dans notre structure, et le connecter avec le nœud N60. Ce code-là, je peux pas vous le donner, mais je vais faire ce que je faisais avant. Vous donner la logique, là. Let me check, comment est-ce qu'on fait ça? Ah oui, ok, c'est parce qu'en fait, c'est une... comment est-ce qu'il gère ça dans le TP, dans le labo? Ok. Déjà, ce qui est sûr et certain, là, c'est que vous allez devoir vous créer un itérateur sur votre liste de nœuds. Ok. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, vous avez une liste de librairies standard, donc forcément, vous allez devoir la parcourir. Donc, première chose, il vous faut un liste... S'il te plaît. Ouais, vas-y. Donc, en fait, la logique, c'est qu'on va prendre le nœud 61, on va faire, en fait, comme ses voisins, ça va être 60, 59, 58 et 55. Ouais. Et on va faire ainsi de suite. On prend 60, son voisin, c'est 59, 68, 58, 55, ainsi de suite. Je pense pas. Je pense que c'est le nœud 61, son voisin direct. Comme tu sais, du nœud 61, tu peux aller au nœud 60. Du 60, tu vas au 59, du 59 au 58. Ah, c'est ok. comme une ligne droite. C'est comme une ligne. C'est une rue, en fait. Ouais, ça, ouais. C'est comme... Puis la partie supérieure a le nom de la route. Je pense que c'est juste par... Tu veux savoir sur quelle route le nœud y est. Parce qu'à la fin, tu vas devoir afficher aussi le nom de la rue. Là. D'accord, merci. Fait que si à un moment donné, tu arrives sur nœud 60 puis que c'est Jeanne-Mance, ça veut dire que tu es passé sur Jeanne-Mance. Ah, ok. En fait, je pensais que ça devait faire genre de manière récursive. Ça pourrait mieux s'arriver. Ouais, non, ça aurait été chaud, là. Ouais, si je pleurais déjà dans mon cœur, là.
exact. En fait, ta liste de nœuds que tu reçois, nous on parle de N60, mais imagine que tu as reçu N12, N103, N119, N86, 85, machin, ainsi de suite. Donc en fait, tu vois bien que le N112 et N103 sont connectés, donc c'est tac, 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 et ainsi de suite. Là, tous tes nœuds qui sont comme ça en suite. Excuse-moi. Ouais. Dans le fichier fcart.cpp, Ouais. sur la ligne 28. Sur fcart.cpp, tu vas me parler de la fonction atoll, je parie. Non? Ok. Ouais, Vas-y. ouais. Je comprends pas qu'est-ce que ça fait exactement. C'est. On s'en fiche un peu, je te dirais. Mais en gros, c'est juste. Ça fait quoi? Ça retourne un pointeur constant. Ouais, Le ok. A-toi, je pense que ça fait juste transformer le string en En fait, c'est parce que int. là, Là. ouais, vu que ton non-lieu c'est une string, là avec c.str, ça va te chercher le pointeur non nul de l'adresse mémoire de cet objet. Puis après, tu fais un +1 pour le déplacer sur la première instance. Et après, atoll. Donc en gros, ça te donne l'adresse mémoire du truc, en gros là. Enfin, en tout cas, l'adresse mémoire de la première instance. Et là, ça va créer juste un. Ça va créer un. Est-ce qu'il est pété mon partage d'écran Ouais, bon. On fait un truc qui est genre zoom in. Là. Je me Ouais. disais, ton partage Ah, d'écran, je pense qu'il bug parce excusez-moi, que attendez, yo, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. je comprenais rien de ce que tu Ouf. disais. Ok, excuse-moi. Pardon, my bad, my bad. En fait, ok, non-lieu, point machin, tout le truc là, ça te donne, ça va te générer l'adresse mémoire ça va aller chercher l'adresse mémoire du machin, du non-lieu dans ta mémoire là. Et atoll, si tu regardes, ça te convertit un string en long integer. Donc en fait, c'est juste une façon d'avoir un identifiant unique de ton adresse mémoire pour que quand tu appelles ajouter nœud, que tu aies quelque chose là-dedans. Mais En fait, on s'en peut fiche. voir dans le debugger, si ton nœud s'appelle N23, ben le OS MID va être 23. Fait que je pense que ça fait, c'est que ça va leur chercher le chiffre à la fin, puis ça le met en int. Là. En Allez, fait, je me demande pourquoi on n'a pas lu un int. let's Je go. suis- On va checker. Ok. Checkons. Notre nom de lieu, c'est N2. Ok. Faut regarder en bas de l'écran là, pour ceux que. Je sais pas si vous voyez là. Je peux difficilement faire. Ok. Non-lieu, c'est N2. Si j'appelle ce machin, non-lieu, c'est machin, ça va me donner ce truc là. Si je fais un +1, bon bah ça va juste faire un +1, c'est pas tant. Ah, ok, je comprends. Ok, oh, c'est horrible ce qu'il a fait. Ok, ça m'a donné. Ah non, c'est horrible ce qu'il a fait. Non-lieu. Oh, ok. Non-lieu, ce machin, ça me donne d'un côté l'adresse plus la string N2, ok? Si je fais un +1 sur ma string, vu que ma string finalement c'est un pointeur vers le premier élément, si je fais +1, ça va le décaler d'une case. Vu que tous mes lieux ici s'appellent, si je regarde mon parc isolé, ils commencent tous par la lettre N, ok? Si je fais un +1 quand je suis à N, bah, je vais décaler, je vais supprimer la lettre N, ok? Donc son non-lieu.cstr +1, ça va juste lui donner la string 2, ok? Et à partir de là, il appelle, donc ça met, à partir de là, si on retourne sur fcart, il appelle la méthode atoll de structmush. Bah là, j'ai pas atoll qui est importé parce que. Ok, juste là, ce qu'il faut savoir, c'est que OS MID par défaut c'était 1. Mais en gros, si je vais à l'instance d'après, ça va juste faire 2 parce que le atoll sur cette adresse mémoire, vu que le string c'est 2, ça va lui retourner 2. Pourquoi il fait ça? C'est juste pour récupérer le 2 finalement. Je pense qu'il y avait des façons beaucoup plus simples de le faire. Ouais, c'est pour ça que je pose la question. Il y a des façons, mais je pense même que si on fait juste ça, ça devrait marcher. Labo 12, mec. Non, ça compile pas parce que là, ça fait. Ouais, parce qu'il faut que je le. Moi, je vais pas toucher à ce code-là. Non, mais ouais, c'est ça, parce qu'il faut le convertir en. Ouais, c'est très dangereux. Yo. Mais de toute façon, on n'a même pas ça dans le TP. Là. Non, il n'y a pas ça dans le TP, mais. Ouais, il faudrait le convertir autrement pour. Bon, anyway. On s'est amusé. Tout ce que ça fait, c'est ça enlève le N et ça vous retourne l'ID. Donc en fait, c'est pour ça que ajouter nœud comme ça, c'est le numéro 24, 25, 26, 27. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Non, c'est correct. Merci. Donc bref, on ajoute tous les nœuds, blablabla, et après donc on veut aller connecter nos routes.
Et donc là maintenant, euh, hmm, ok. Parce qu'en fait là je peux difficilement vous donner du code sans vous donner le code. Mais en gros, ok. Vous allez avoir besoin de. C'est globalement parce que la même chose que vous avez utilisé dans votre TP, mais vous allez avoir besoin d'un itérateur sur votre objet de liste longue. Donc là, tac, tac, tac. Parce que je me dis que tu sais ce qu'on avait fait dans l'autre TP, là, ajouter arrête orienté, là. Dans l'autre labo, ouais. Ouais, qui prend un sommet. C'est la variable de fonction qui s'exécute sur un sommet qui prend en paramètre l'autre sommet. Ouais, celle-là. Hein. J'ai comme l'impression qu'elle fitterait là. Parce que Euh, tu peux juste comme prendre ouais, sommet 1, sommet 2, ouais. après ça, sommet 2, sommet 3, sommet 3, sommet 4. Non, c'est un très bon point. Ah, c'est parfait, je pourrais utiliser ça. Excellent. Donc, comme tu dis exactement ce qu'on a fait la dernière fois, dans ajouter arrête orienté, on avait bien compris que c'était sommet crochet S1 pour accéder à l'élément, point voisin pour accéder au voisin, puis après on appelle la méthode insert pour insérer le voisin. Ok, ça va être la logique qu'on a utilisée la dernière fois. On va utiliser exactement la même logique aujourd'hui. Et donc, comme ce qu'on avait expliqué la dernière fois, c'est t'insères avec donc S1 flèche S2. Donc là, c'est une arrête orientée techniquement. Donc, si je retourne dans ma carte, on sait qu'on va devoir utiliser cette ligne de code. Maintenant, la question c'est S1 c'est quoi et S2 c'est quoi? Forcément, vous allez avoir besoin de. Vous allez avoir besoin de connecter N60 à N61 avec N60. Okay, donc, il vous faut un itérateur pour parcourir votre liste, en fait, pour avoir un point de départ pour dire N61 qui. Faut que je fasse des dessins. Vous allez avoir un premier itérateur qui va pointer vers N61. Et donc, admettons que si vous en mettez un deuxième, vous mettez un deuxième itérateur sur l'élément juste après, vous pouvez déplacer les. Si je fais des. Vous pouvez déplacer les deux itérateurs ensemble, ok? Vous pouvez faire. Hop, j'ai mes deux éléments là qui vont. Donc le premier qui est défini par. Hop. Donc là j'ai IT1. Et là j'ai IT2. Et donc là IT1 il pointe vers le premier. Et donc là en fait si les deux je les. Si les deux je les déplace ensemble. Voilà, comme ça j'ai pu créer ma première route, puis ma deuxième route, puis ma troisième route, et ainsi de suite là. Ok? Tout le monde comprend bien la logique? Ouais, c'est clever. Donc, ce que là, en fait, ce que je suis en train de montrer, c'est Mais en fait, mais le truc, c'est que il n'est pas garanti que les nœuds seront genre un ordre qu'on veut, en fait. Non, mais considère que là, moi, je te parle pour le labo là. Ah, ok. C'est évidemment t'es pas garanti qu'ils soient dans l'ordre. Admettons pour le TP, mais dans ce cas-là, pour le TP, en fait, pour aller récupérer ton élément, admettons, mais il aurait un ID ou un nom, t'irais chercher ton élément par ID dans ta structure. Pour être sûr qu'ils sont au bon endroit. Mais je pense qu'il y a un ordre quand même pour le TP. Ouais. Faudrait vérifier. La liste que tu reçois est en ordre, genre, parce que c'est une ligne droite. Ouais, forcément. Fait que ce sera toujours du. De toute façon, t'es forcément limité par l'ordre d'input en fait, parce que t'as pas moyen de vérifier si cet ordre est bon ou pas là, en fait. C'est forcément l'input qu'on te donne. Donc cette logique des doubles itérateurs qu'on va déplacer comme ça, ce que ça nous dit, c'est forcément on va avoir besoin d'une boucle for pour parcourir toute notre liste ici, là. Avec un premier itérateur à 0 et un deuxième itérateur à potentiellement 1 ou une autre valeur, dépendamment de comment vous voulez le faire. Là. Et dans cette boucle for, là, donc admettons une for loop avec quelque chose dedans, vous allez appeler sommet insert cette ligne de code ici. Avec forcément ici, ça va être IT1 et IT2. Mais je vous rappelle que c'est un itérateur, donc il faudrait sûrement aller chercher la valeur en fait. Et vu que c'est un itérateur sur une liste, c'est pas un point value, mais c'est un déréférencement de l'itérateur. Et ici, je pense que c'est pas sommet, c'est nœud. Oui, non, je sais, oui, c'est pas ça. Oui, c'est nœud, oui, effectivement. Mais c'est juste parce que je vous donne pas, j'ai pas le droit de vous donner le code. Donc je vous le donne pas. Je vous donne genre, je te donne la façon de l'écrire, mais ça compile pas. Un count, il est pas défini, plein de trucs. Mais la logique, c'est celle-là. C'est drôle qu'il n'y a aucun highlight sur. Pour te dire qu'il y a des trucs pas bons.
Ouais, c'est... Je sais pas pourquoi. Je pense que des fois, je comprends pas comment il fonctionne mon VS Code, c'est bizarre. Mais par contre, là, si je fais un make, là, il va péter un câble. Donc ça va être la méthode. La méthode ajouter route en tant que telle, elle est vraiment simple. Ok, dans cette logique de je vous passe une liste des nœuds et juste bah, c'est dans l'ordre dans lequel ils sont. En soi, c'est juste faire une petite une boucle for avec juste 2 itérateurs qui se déplacent pour les connecter entre eux. C'est vraiment pas compliqué. Je regarde juste le. Parce qu'au début, ça faut compléter ajouter nœud et ajouter route. Tac, ajouter nœud, qui demande un. Ok, en fait là, hop, je vais vous partager ce que je suis en train de lire. Si on regarde l'énoncé, en fait là c'est la première partie, donc c'est ça là, c'est les 2 méthodes ajouter nœud, ajouter route. Ajouter nœud, donc bon c'est écrit que c'est facile à implémenter, donc ça c'est le petit code que je vous ai donné qui était très simple. Et ajouter route, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Où vous recevez donc comme on a dit, un léger truc dans l'ordre, et là il faut connecter N1 avec N2, N2 avec A3, N3 avec N4. Donc ça c'est exactement le déplacement d'itérateur que je vous donne. En fait là ce serait, pour continuer à avancer, bah, faudrait que vous fassiez que ça marche de votre côté en fait. Parce que je veux dire, si je peux continuer de vous expliquer, la suite de la démo là pour, parce qu'en fait l'objectif là c'était, trouver une façon de détecter les nœuds, les groupes de nœuds qui sont isolés. Donc utiliser l'algorithme d'argent pour les composantes, fortement connexes. D'ailleurs je me demande si l'algorithme d'argent est pas donné dans votre, PDF de cours. Ouais, OK, il est donné au complet, mais il est pas donné en code. Non, OK, il est pas donné. Le problème c'est que je peux pas vous le donner non plus parce que ça pourrait être utilisé dans votre TP techniquement. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'en fait, je sais pas trop ce que je peux faire en fait là pour vous aider sans vous donner le code. Fait qu'en gros, c'est le TP, c'est tu places tes points, tu places tes chemins, genre tes arêtes ou tout, puis après ça, tu choisis quel algorithme utiliser pour Ouais, trouver le chemin le plus court. ouais, en fait, c'est juste si je vérifie l'énoncé là, juste pour. Ton énoncé là, c'est exactement. En fait, c'est pour ça que cette démo là, elle est vraiment étrange parce que c'est votre input là, c'est exactement ce qu'on fait dans la démo là aujourd'hui là. Les 3 petites lignes, puis après j'annonce donc exactement la méthode ajouter route. This is fine. Ouais, mais non. C'est ça, là. Personne ne va se plaindre, là. Puis puis après, en fait, après l'objectif, c'est donc la première mission, quand la mission est calculée. Tac, tac, tac. Si on donne N4 2.N8, quoi? N4, N8. Donc N4, si on regarde sur la carte, il est ici, et N8, il est ici. Mais c'est quoi en fait l'objectif? C'est quoi c'est Il a l'air pas mal moins gros que TP2 en tout cas. Il est moins gros que le TP2, ça je vous le Ouais, confirme. hein? Ouais, Ok. ouais. Il est vraiment moins gros. Ouais, non, en fait, je l'ai lu plusieurs fois en me disant il doit avoir un gros piège que je vois vraiment pas du tout. Ouais, c'est ce que je me disais moi aussi. Ouais, Non, ouais, non, non, il est vraiment plus simple. Bon, je vais le faire au complet, celui-là. Là. C'est ça, je ne vais pas les plagier, là. Attends, mais c'est où qui définit la mission en tant que telle? Ce que c'est En, qu'une en mission? gros, c'est tu pars du premier point. Tu sais, comme en dessous, tu vois le N4, N8, N2. Je Ouais. pense que tu pars du N4, puis tu dois passer par le N8 et par le N2 avec le chemin le plus court. Fait que ça va, tu sais, comme ici, ça pourrait impliquer de passer faire. Ah oui, pardon, c'est une autre mission en dessous. Ah, pardon, pardon. Je pensais que c'était la solution. Je t'en mode, c'est quoi? Comment t'arrives de ça à ça? Oui, oui, oui. Euh, Attendez, je vais juste chercher un fichier de test. Où est-ce que je les ai mis? Punaise, j'en ai partout. Parce que là, il donne mission txt, mais il donne la solution, elle est où? Attendez.
pense que c'est juste en dessous, là, quand c'est marqué format de sortie pour TP3. Ouais, mais C'est ce truc-là. Ça, en gros, ça t'indique tout le chemin qu'il a pris. ouais, mais celle-là, c'est parce que c'est pour la mission. Ah, ok, c'est pour la mission 0, ok. Donc de N4, il vous donne N5, N6, N12, N8. N12, N18, N17. Quand tu pars du N4, tu dois aller au N8 puis revenir au N4. Fait que tu peux voir qu'au milieu, il est allé au N8, puis qu'après ça, il a trouvé le chemin le plus court, c'est d'aller à N12, N18, N17 jusqu'au N4. Ouais, mais attends, mais c'est pas logique là, parce que si le chemin le plus court pour arriver à N8, c'est ce chemin-là, bah, le chemin le plus court pour revenir, c'est. Ah oui, non, parce que c'est orienté. Non, ok, Non, ok, c'est. ok. Ouais. Ah ouais, ok. Exactement. Donc c'est ça, N4, N5, N6, N12. N4, N5, N6, N12, passe au milieu, paf, N8. Ok, ça. Ok, parfait. Donc ouais, donc ça veut dire que qu'est-ce que vous pouvez implémenter dans votre TP? La grosse difficulté de ce TP là, qu'on se met d'accord, c'est pas ajouter les nœuds là, ok? Arriver aux missions, c'est facile. Là, votre truc, c'est que vous allez chercher dans votre graphe où est mon EN4, où est mon EN8, ok? Ou alors vous pouvez juste partir de l'origine, ça va marcher aussi. Et vous allez appeler vos algorithmes de parcours de graphe. Donc si on regarde, hop, qu'on remonte tout là-haut là. Si on regarde la table des matières, dans les graphes, vous avez les. Donc ça, c'est recherche et parcours, c'est bon, c'est un peu intéressant, mais pas tant. C'est recherche de chemin, ok? Page 132 de votre PDF. Vous en avez bon, 3 ou 2 qui vous ont donné en soi là. Vous avez Dijkstra, Floyd Warshall, celui-là je le connais pas super bien. Mais en fait, pour votre TP, commencez à implémenter Dijkstra, ok? Donc là, vous allez ici, ce code-là ici, là, vous prenez un. Vous mettez, vous aurez votre fichier C++ et vous codez exactement cette méthode. Et vous le testez sur un fichier pour vérifier que vous êtes capable de vous déplacer là. L'algorithme va super bien fonctionner, ok? Ça va vous garantir les résultats. Le problème de Dijkstra, c'est que ça va chercher dans absolument toutes les directions sans trop réfléchir. Ok? Si je vous montre ce graphe ici, pour partir de N4 pour aller à N8, théoriquement Dijkstra, en fait, s'il y a un nœud à gauche là, il va regarder ce nœud là pour se dire ah ok, bah, je peux peut-être passer par là pour être plus rapide, et peut-être par là, peut-être par là. Je sais pas si vous voyez ma souris. Ouais. Il va toujours continuer il va aller dans toutes les directions. Ok? Ça va marcher, mais ça va être lent. Donc ce que la vraie. Ouais, vas-y. Je veux dire, dans le fond, on pourrait comme trier un petit peu nos nœuds là avant, dans le fond, au pire. Non, bah, tu peux pas en fait, tu veux les trier par quoi? Ben, on connaît leur position. Fait que, mettons, si je sais que le N8 est à droite du N4 ou whatever, je peux juste dire, OK, ben, tous ceux qui sont à gauche, c'est sûr que ça va pas être là. Mais comment tu vas faire pour Vraiment brute savoir? force. Tu peux pas savoir ta carte parce qu'il se peut que c'est bien le nœud à gauche là qui a le plus petit chemin en fait. Parce que en fait, vu Hmm. que tes routes sont orientées, ça se trouve en fait le chemin le plus court c'est passer à gauche. Parce que toutes les routes qui sont. Bah, mettons Ok, Ruggianement ouais. ça a été bloqué et que l'autre était bloqué, t'étais obligé de partir à gauche. Donc ça je te le dis, ça marchera pas. Mais commencez avec Dijkstra. Et après, généralement ce qui est fait pour ce TP, c'est vous utilisez l'algorithme A étoile, donc A star en anglais, qui est une version améliorée de Dijkstra. Puisque en fait Dijkstra, ce qu'il fait, c'est il regarde, il fait ok, si je vais sur le nœud N5, à quelle distance je suis de. À quelle distance je De suis l'origine. de. Non, de l'arrivée. Ou de l'arrivée. Attends. Il regarde. Tac, tac, tac. Distance plus distance. En fait, en gros, là, vous voyez qu'il y a la ligne 11 de votre algorithme de Dijkstra. Pour passer en A star, c'est la ligne 11 que vous allez modifier. En fait, A étoile, c'est une version améliorée du calcul de distance, où à chaque nœud, il va recalculer la distance entre ce nœud-là et la distance d'arrivée. Et en gros, ça va comparer de façon récursive la distance que j'ai parcourue pour arriver ici, plus la distance qui me reste, lequel est plus petit, je vais aller vers ce nœud-là. Ça, je vais vous laisser le garder de votre côté là-dessus, parce que visiblement, c'est pas dans le cours, mais Dijkstra, par défaut, va fonctionner parfaitement, il va être très lent. Et après, si vous implémentez A étoile, il va falloir trouver un moyen de calculer la distance, par exemple, entre le nœud 6 et le nœud 8 ici. Ok? C'est quoi la distance entre le nœud 6 et 8? Bah, en fait, là, une distance qui peut être donnée, c'est la distance géographique. Donc là, purement
tracer une ligne droite au travers le bâtiment, ça va vous donner une distance théorique. Donc dans le meilleur des mondes, de passer de N6 à N8, ça va prendre 30 mètres. Mais en vrai, il y a 80 mètres parce qu'il y a un bâtiment au milieu. Ça va être l'implémentation de la étoile qui va vous demander plus de temps et plus de complexité pour le TP. Elle est là la vraie difficulté du TP. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Attends, on trouve cette logique de cet algorithme où là, sur Internet? Google. Je pense que là, t'en es dans les notes de cours. Hein. Tu vas sur Google, tu tapes A étoile algorithme. Et là, tu prends Wikipédia. Et là, tu apprends le code. Fait qu'on le fait marcher avec Dijkstra puis on optimise avec Star. Ouais, c'est ça. Là, tu as l'explication. Mais encore une fois, hein, si vous. Parce qu'en fait, ça, bref, faut regarder sur Wikipédia, mais si vous cherchez à étoile, machin et tout, bah écoutez, piquez pas le code, hein, parce que je veux dire, ce code-là, ce code-là, on le connaît. Hein, Mais tous ces algos, je pense que c'est vieux, là, puis c'est vraiment genre déjà utilisé. Là. Ouais. Fait que je pense que tu peux juste googler genre A étoile, C++, shortest path, puis il va tout te donner C'est ton sûr truc. qu'il va avoir quelque chose. Ah, c'est clair, Ouais, tu vas trouver tout. je veux dire, là, il y est, tu vois. Je veux dire, là, t'as l'algorithme en C++ complet qui est donné. Mais... Faut juste pas faire CTRL-C. Là, franchement, faites pas ça, là. Comme faut le comprendre puis le faire par nous-mêmes après. Ouais, mais tu contrôles C puis tu comprends. Tu vas comprendre en fait. Ouais, je te conseille pas. Donc c'est ça pour le TP en soi. C'est juste trouver le chemin. Ok, je pars de N4 pour aller à N8, c'est quoi le chemin le plus rapide? Enfin, visiblement, je vais faire un aller-retour en fait. Donc, je vais faire une boucle et hop, la petite liste. Et donc en fait, à partir du moment où j'ai parcouru tous ces nœuds, il faut afficher toutes les routes que j'ai prises et la distance. La distance qui a été parcourue. Ce que ça veut dire là, c'est que là, dans notre labo, quand on a créé les routes, théoriquement, on a rajouté donc, hop, si je reprends l'input ici, là, j'ai rajouté la rue Jeanne-Mance qui est N1, N2, N3, N5, N4, pardon. Bah, en fait, ça aurait été sympa de mettre que entre N1 et N2, bah, j'ai 50 mètres. Entre N2 et N3, j'ai 60 mètres. Donc là, par exemple, votre structure de voisin, enfin de route en fait, là, bah, ce serait bien d'avoir un attribut distance. Et comme ça, quand vous créez vos nœuds, vous étiquetez toutes vos valeurs avec des distances. Et comme ça, après, à la fin, pour l'affichage de la solution, bah, vous pouvez juste additionner la rue Sherbrooke, la rue Grand Bâtisseur, Lucam et Jeanne-Mance. Mais donc là, en fait, il y a aussi la question de qu'est-ce qui se passe si je m'arrête au milieu d'une route. Bah, ça, je sais pas pour l'instant. Je sais pas pourquoi ils donnent des informations comme ça. Là. Je sais pas si c'est pour faire le TP plus complet ou un truc comme ça. Ouais, ce que je suis en train de me demander. Les voyageurs se déplacent à une vitesse de constante de 40 km/h. Qu'est-ce que ça change? On parle pas de vitesse là? Check bien un fichier test, tu vas avoir des vitesses aussi. Là. Ouais, mais il n'y a pas de vitesse dans l'énoncé. En fait, ce que je pense. J'imagine que c'est juste pour éliminer ça de nos calculs. Là. Je pense que c'est. Genre, si tu roules sur Sherbrooke, tu as droit à 50 km/h, mais dans les autres rues, tu es à 30 km/h, mais tu ne tiens pas compte de ça. Là. Fait que tu vas toujours à 40 km/h, puis c'est ça. Là. Mais même Google Maps ne dit jamais si tu pars au-dessus, c'est la police qui t'arrête. Non, Google, il en tient compte. Mais tu sais, nous, dans notre cas, on trouve le chemin le plus court en termes de mètres et non en termes de temps. Fait ouais, je sais. Non, je comprends. Ouais. J'imagine qu'il l'a juste mis pour expliquer pourquoi il l'éliminait, je sais pas. Écoute. Ouais. À mon avis, c'est parce qu'il y a plusieurs versions du TP qui imposaient une vitesse. Et là, ça c'est parce qu'il y avait un template, puis il y avait déjà la section hypothèse et constante. Là, il a juste fait comme OK, je vais rajouter les trucs. Là. Ouais, c'est ça. Même dans le TP1, ils ont supposé l'hypothèse, c'était quoi déjà? Que tout était plat, c'est ça? Non, la Terre est ronde, je sais pas. Ouais. C'est juste du flair. Donc, voilà. Et après, la taille des équipes, 1 ou 2 personnes. Hein, c'est pas 3 ou 4. Et voilà. Si vous me faites un copier-coller de A étoile
vous avez intérêt vous avez intérêt de le comprendre, votre étoile. T'inquiète, tu vas même pas le savoir. C'est ça. ouais. On va changer 2-3 variables. On va l'appeler A carré. Là. On n'est pas en Pro 1 là, donc. Mais ok, c'est globalement ça pour le TP et le labo. Mais en fait, là, le labo, je peux difficilement continuer la suite sans vous donner le code, en fait. Là. Donc, ce que je propose, c'est juste ceux qui veulent travailler dessus, travaillez dessus, posez-moi des questions, là, je suis là pour ça. Et voilà. Là, il reste 2 labos. Là. Un pour le monceau, puis un pour les HMAP. Ouais. Si on regarde, là, tac. Labo 13, on a Monceau, fil prioritaire. Celui-là, on va le coder. En plus, c'est cool les morceaux. On va le coder. Celui-là, oui, de mémoire, il est plus simple que globalement ce qu'on a fait. Si je regarde vite fait, ce que j'ai. S'il n'y a pas de grève, bien sûr. Ça, je pense Non, même pas non. que je sois impacté par la grève. Non. Vu que je suis chargé, je suis pas chargé, moi, je suis juste démonstrateur. Donc théoriquement, je crois que je donnerai quand même les démos, mais je suis pas sûr. On verra quand on aura les infos. Ouais, non, Il y avait- le Il n'y monceau, avait pas un vote justement de l'association étudiante de. Ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé, ok. Ça a été très ardu. Qu'est-ce qu'il voulait faire? on en parlera à un autre moment. Va sur le Discord, il y a bien des choses. Juste pour le labo 13, le monceau, on va le coder nous-mêmes. Ça va être important pour votre finale. Le code, il fait 80 lignes au complet là. Donc c'est pas très compliqué. C'est cool. c'est une petite démo. Et après, si on regarde la démo 14, table de hache. Celle-là, c'est classe dictionnaire qu'on va aussi créer à la main. Qui fait pareil à peu près 60-70 lignes là. Donc ça c'est une petite démo aussi. Et il n'y a pas de démo 15 parce que c'est une séance de révision normalement. Si on regarde. Ben, on a l'examen final 3-4 jours après le labo sur les tables de hachage. Ouais, Ah. ça dit que c'est genre dans 2 semaines, là, notre examen ou quelque chose du genre. C'est Ah, weird. ok. C'est parce que vous êtes. Parce que vous devez être décalé dans ce cas, je pense. Je sais pas. Ben, de toute façon, ouais. On va voir ce qui va arriver demain, Ouais. lundi. Donc si je remets là, hop. Donc c'est ça. C'est globalement les deux prochaines démos sont plutôt tranquilles. Mais c'est important pour votre finale en fait. Parce que je pense pas que vous ayez vu l'implémentation pure d'un monceau en classe. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. En tout cas, moi, je t'entends. Good. Bah écoutez, ouais, ça va être globalement ça pour la démo là. Ceux qui veulent rester et continuer continuer le labo, me poser des questions, je reste. Et, sinon, bah bonne journée. Ben, merci encore. Ouais, de rien. Bonne journée. Moi, il faut que j'aille manger. Ok, j'avais pas vu les messages. S'il y a grève, ça je pense que j'ai répondu. Je pense qu'il n'y a pas de grève. Je viens de voir le Discord là. Non, mais ok, attendez, je vais juste. J'arrête l'enregistrement.